Bonjour tout le monde. Hello everyone. As you are joining, Bonjour tout le monde. Certains d'entre vous sont encore en train de se joindre, donc on va attendre quelques secondes pour attendre que tout le monde puisse bien entrer, qui se soit inscrit à la séance avant de commencer. Bon, il y a déjà 43 personnes qui se sont jointes. Je voulais dire, avant de ne vraiment commencer, que vous aurez accès à la traduction simultanée. Donc, il y a accès à la traduction simultanée aujourd'hui pour cette session. Français, anglais, English, French, depending on what you need. Dépendant de vos besoins, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran et sélectionner la langue que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas déjà ce système. Et merci à Alain et France, nos interprètes aujourd'hui, pour leur soutien. Également, présente avec nous, nous avons Anna Duvent de Oxfam Canada, Hélène Stavinsky de Solanga et Rosala Diop de Dakar, qui partageront leur expérience aujourd'hui. Je vois encore toujours des gens qui sont en train d'entrer. On va peut-être encore quelques petites secondes avant de vous souhaiter la bienvenue officielle à cette conversation, qui est de secouer le monde ou des expériences pour secouer le monde. Donc, on va avoir de l'imputabilité, de l'apprentissage. Ça vous sonnera peut-être une cloche qui vous rappellera d'une chanson des années 90, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Et tout d'abord, ce dont on a besoin dans cet espace virtuel du Canada et ailleurs, c'est que physiquement, on se trouve à différents endroits. Anna, vous êtes à Vancouver, Hélène à Guelph et Rosalie. Ici de Montréal. So in our own way, I also wanted us to pay respect. Donc, je voulais donner le respect aux Autochtones, de tout le monde sur l'île et ailleurs dans toutes les collectivités. Donc, pour l'apprentissage, la surveillance est au sujet du changement, mais donc on veut voir si ça va dans la bonne direction, c'est quand le succès est mesuré et qui le définit. Si vous avez été impliqué dans ce type de travail, vous allez remarquer qu'en dépit de tous vos efforts, rarement les vrais intervenants ont des vrais changements qui sont soutenus. Et de plus en plus, il y a une reconnaissance pour un besoin de quelqu'un change de travail dont il est fait et qu'il secoue l'établissement des pratiques qui sont mises de l'avant, qui pour rencontrer les exigences des donateurs publics. Mais comment est-ce que ça peut être fait? Comment est-ce fait? Et y a-t-il des efforts? Ou quels efforts? Ou y a-t-il des efforts, c'est-à-dire des pratiques pour reconnaître et tenir compte des dynamiques dans ce type de travail en réagissant en même temps aux exigences du public? Ce n'est pas facile, mais beaucoup peut être fait. Il n'y a pas de recette, comme Anna ou Hélène ou Rosalie vont vous dire, il n'y a pas de recette, mais il y a beaucoup à apprendre des gens qui mettent en œuvre, comme ceux qui, par exemple, élaborent les féministes ou des évaluations des pratiques des féministes. Et il faut voir comment ils rencontrent les défis, font face aux défis qu'ils rencontrent. Et c'est un peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Trois collègues très inspirantes pour une conversation très stimulante en lien avec ces questions que toutes et tous sûrement vous vous posez dans le cadre de votre pratique du suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité. Cette conversation sera donc en 3 temps. D'abord, on aura l'occasion d'écouter Anna
qui est conseillère donc à Oxfam Canada. And then we'll have a chance to listen to. Puis, on aura le privilège d'écouter Hélène de Selinga, qui est également conseillère en sexe et en Inde. Diop, qui se joint à nous de Thiès aujourd'hui au Sénégal et qui est chercheure et enseignante donc, à l'Université Cheikh Anta Diop. Vous aurez sûrement bien des questions en écoutant nos chers collègues. Nous vous invitons à les garder pour la fin, quand on élargira la conversation avec toutes et tous. We kindly request that you keep your questions. On vous demande de garder vos questions donc pour la partie questions-réponses vers la fin. Et il y aura deux façons de poser vos questions, soit avec la fonction lever la main de Zoom ou en les mettant dans le cavardage. Et lorsque vous allez lever la main, on vous enlèvera la sourdine. Écoutons Anna. Vous avez la parole, Anna de Oxfam Canada. Merci, Erika. Bonjour tout le monde. Donc, deux choses rapides. Je m'appelle Anna, comme elle a dit, de Oxfam Canada. Et je suis là pour vous parler du féminisme, l'imputabilité et l'apprentissage. Donc, dans notre bref moment ensemble, il y a 3 sections qu'on va apprendre. Donc, il y a 7 fondements à CERA et il y en a une qui est plus en profondeur. Le lien sera partagé très sous peu et c'est une bonne ressource pour démarrer notre conversation. On va également réfléchir sur comment être honnête. Pour être honnête, donc un exemple, je vais vous montrer comment accéder à d'autres exemples de cette action. Et à la fin, je vais vous parler des leçons apprises. Et je pense que c'est là où les questions-réponses peuvent se pencher. Donc, on aura le temps de regarder ça en même temps. Donc, ma première question que je vous adresse, et je vais laisser les questions là affichées pour quelques instants. Vous pouvez les lire en français, en anglais, et puis j'irai au quiz pour évaluer quelle est votre expérience. D'où venez-vous avec votre implication au niveau du CERAF? Et pour être honnête, donc c'est où est-ce que vous êtes au niveau communautaire? Et donc, je n'ai jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, c'est ma première fois. Donc, c'est un très bel endroit où démarrer. J'ai entendu parler des gens qui parlaient du féminisme. Et bon, un petit peu, je suis curieuse, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. J'ai essayé de mettre en œuvre des exemples, savoir si vous considérez que ça a fonctionné, ou j'ai beaucoup d'expérience. Donc, à ce stade-ci, je vais passer mon écran et je vais vous demander d'ouvrir menti.com sur vos téléphones, vos écrans, quel appareil que vous ayez. Et donc, le code sera 26991553. Et gardez ça ouvert parce qu'il y aura un autre quiz plus tard. Donc, ce sont les mêmes questions qu'on vient de mettre dans la PowerPoint. J'ai entendu parler, j'ai comme un peu entendu, je ne sais pas vraiment, et j'essaie d'appliquer des exemples et j'ai une vaste expérience. Donc, ça devrait être dans la présentation. Sentez-vous bien à l'aise? Donc, on attend un petit moment pour essayer de voir comment le public réagit. Toutes les réponses sont bonnes. Donc, j'aimerais juste avoir une idée. Donc, je suis vraiment emballée parce que je pense que c'est la première expérience où il y a tellement de gens qui participent au quiz. Donc, ça me dit que je donne cette présentation. Le cadran est en train de changer, c'est-à-dire que je suis vraiment très emballée. J'espère que tout le monde sourit avec moi. Je n'ai pas vu autant de gens et j'essaie d'appliquer de FMIL de toutes les séances que j'ai faites. Plus tard, on parlera des leçons retenues et des exemples. Mais bon, si vous n'avez jamais entendu parler de ce dont je parle, ce n'est pas grave. Vous allez quand même avoir le fondement. Et dans 1 an et demi, vous serez dans la colonne rouge, là. Et la prochaine fois qu'on aura cette conversation. C'est inspirant pour moi. Mais donc, je vais partager mon écran. Merci d'avoir participé. On reviendra à ça dans quelques instants.
en ballon. Et j'ai vu quelqu'un dire qu'ils étaient un expert. Donc, ça, c'est bien également. Donc, on se connectera ensemble, s'il vous plaît. Mais je serais très curieuse d'entendre ce que vous avez à me dire. Donc, je vais commencer avec des grands traits. Donc, le CRA féministe au point le plus large peut être appelé un appel aux praticiens, patriciennes pour le processus de CRA pour être aussi sexo-transformateur que le résultat qu'ils cherchent à mesurer. Je pense que chez Oxfam et à d'autres organismes semblables, on a fait de grands pas pour essayer d'élaborer les résultats sexo-transformateurs, mais également chez les praticiens. On doit également songer à savoir comment on mesure ces résultats. Et donc, CERA, c'est là où ils deviennent importants. Donc, il faut songer à ce que l'on fait en plus de ce que l'on mesure et d'examiner les causes et les dynamiques de pouvoir à la racine, reconnaître le changement qui est très complexe et non linéaire. Donc, il faut aller de côté vers le haut, le bas, et une question sur laquelle il faudrait réfléchir, comment ça fonctionne dans le contexte de la gestion basée sur le tout, et également donc mettre l'accent sur les importantes connaissances accumulées sur les processus partagés. Donc, qui détient le pouvoir? Quel pouvoir avons-nous comme évaluateurs pour surveiller les évaluations, les employés et amener ça dans le travail que l'on accomplit? Et on a tous différents éléments, mais donc c'est comme prendre du recul et de comprendre ce que vous faites, vous apportez en jouant ce rôle et le pouvoir que ça détient en même temps. Et donc, j'ai mentionné qu'il y avait des notes sur F1000, donc CERAF, et puis donc ça c'est disponible dans toutes les langues et je vais ici venir très rapidement. Donc, je vous invite à lire la version complète parce que c'est certain que je n'aurai pas le temps de vous en donner un contenu aussi étendu que je devrais ici. Donc, voilà. Et donc, avec les 7 fondements du CRA, donc, le CRA, c'est une approche, pas juste une méthode unique ou une seule façon d'aller de l'avant. Je pense que je vois des grands avancées dans les 3 ans que je me suis jointe à Oxfam à déballer tout ça et à comprendre qu'il n'y a pas une réponse unique et il n'y a pas une recette unique. Je ne vais jamais dire qu'une recette est plus féministe que l'autre. Il y a l'occasion pour toutes sortes de travail d'être appliqué avec la lentille féministe, qualitative, quantitative. Tout ça, ce sont des occasions parce que ça vient de votre approche, la lentille, que vous mettez au travail. Et le CERA fait partie intégrante du changement transformateur. Et le deuxième fondement, c'est avec quoi j'ai commencé. Donc, le processus et les résultats sont liés. Si on va avoir des changements transformateurs, il faut également avoir un processus transformateur qui s'en va vers amène ce changement. Le CERA remet le pouvoir entre les mains des partenaires, des participants. J'ai hâte d'entendre Rosalie là-dessus. J'espère qu'elle pourra vraiment élaborer là-dessus et considère l'évaluateur et évaluatrice comme une facilitatrice. Donc, quel pouvoir est-ce que ça amène? Quel est le rôle de l'évaluateur? Comment on peut changer les compréhensions de l'évaluateur qu'on avait traditionnel? Donc, il rentre comme facilitateur, un co-apprentisseur, un organisateur, mais pas la source entière de pouvoir et de connaissances. Et donc, les 3 derniers sont, oui, et donc les fondements de CERA, mais également de bons CERA. Donc, valoriser la production du savoir collectif et axer sur le contexte. Où est-ce que ça vient, le savoir qui le change, prioriser l'orientation à toutes les évaluations. Donc, en plus, donc les co-apprenants ou animateurs, ils intègrent ça dans l'évaluation. Donc, c'est par exemple, on intègre la formation des organismes
partenaires basés sur des groupes de recherche ou de baser ça sur d'autres recherches ou d'essayer de créer un mouvement systémique en allant d'avant et comment cette information-là peut garder notre élan. Et c'est la même chose, donc c'est fondé sur les programmes sécuritaires orientés sur le principe ne pas nuire. Et donc, on essaie de se baser sur des programmes de justice envers les sexes. Donc, pour la sécurité, si vous avez posé des questions sur les expériences olympiennes, par exemple, sur quoi est-ce qu'on se base pour avoir des espaces sécuritaires et des occasions d'affection ou de ressources qu'on puisse partager. Ça peut être des questions assez difficiles. Donc, c'est vraiment question de déballer certains de ces risques inhérents au travail que l'on effectue. Un exemple rapide pour aujourd'hui, c'est pour du travail qui s'est effectué sur 6 pays, donc une évaluation entre pairs et Oxfam a travaillé avec le personnel des partenaires et les membres de la communauté pour collectivement concevoir avec 6 pays. Et donc, il y avait la complexité ajoutée de plusieurs pays, mais on voulait également démontrer le succès au niveau du point de vue de organisateur, pas nécessairement pour Oxfam Canada ou les Affaires mondiales Canada. Donc, dans 4 des pays, on a entrepris des collectes de données pair à pair, entre pairs, donc, et de A à B, B à C, et on allait chercher les données directement au lieu de prendre un traiteur externe. Et on allait comment faire la recherche on essayait de poser les questions directement, puis on essayait de voir à quoi ça ressemblerait de leur côté, ce qui serait utile pour le projet en allant de l'avant et comment ils peuvent apprendre d'autres organismes en mettant ça en œuvre dans d'autres régions et également d'avoir des ateliers de validation co-dirigés. Et donc, ce sont des changements qui pourraient faire avancer les spectres des sexes et avec les collectivités. Mais la première étape, c'est de voir comment on peut rentrer les organismes au 3e degré et d'aller voir comment le leadership externe au lieu de interne, qu'est-ce que ça signifiait. On voulait, quand c'était mené plus à l'interne et plus centré sur l'interne. Donc, on revient à nos quiz. 20 personnes, j'adore ce quiz. Donc, le prochain, quel est le fondement ou les fondements de CERAP? Est-ce que cet exemple illustre? Donc, il y a 4 sur 7 options. Donc, attribuer de la valeur à la collection, c'est une partie intégrale du changement transformatif, changer le pouvoir aux partenaires participants et c'est enraciné dans la programmation sécuritaire. Ça, c'est les 4 qui sont indiqués. Lorsque je pose cette question, je veux qu'on réfléchisse au fait que tous les fondements sont de plus important à différents degrés, dépendant du projet qu'on entreprend. Et donc, sur ces 7 fondements, on en verra qui sont plus basés sur la collectivité et d'autres qui sont plus au niveau de la racine. Donc, il faut voir si ça monte, ça descend, mais certainement de changer le pouvoir aux partenaires participants, ça, c'était énorme. Et je pense que chaque élément est là jusqu'à un certain point. Donc, on tire plusieurs éléments, plus ou moins que d'autres. Et je sais qu'il me reste encore 3 minutes, mais on va essayer de donc les utiliser pleinement. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, quel fondement cet exemple illustre-t-il? Sur votre propre temps, je vous donne des devoirs, là, quiconque essaie. Il y a 2 vidéos que vous pouvez écouter.
des partenaires qui ont participé à ce travail au Népal. Donc, dans cet exemple que vous venez d'entendre, dont vous avez entendu parler, vous allez voir ce qui a bien fonctionné, ce que vous pourriez changer. Donc, c'est le lien. Je pense que tout ça, ça sera partagé avec vous. Donc, à l'heure actuelle, vous lisez les notes et donc, vous pourrez écouter les deux vidéos, visionner. Et si vous voulez écouter d'autres exemples, il y aura un autre mesurer les changements avec une lentille féministe. Donc, c'est d'autres exemples au sein d'Oxfam. Et en juin, il y en aura encore 2 autres qui seront ajoutés. Donc, c'est du travail qui a déjà été fait et qui vous donne une compréhension de ce à quoi ça ressemble. Bon, les leçons apprises. Donc, je vais y aller très rapidement parce que c'est là où je pense que la période de questions-réponses pourra se pencher. Donc, se concentrer sur les principes, les processus, clarifier les attentes, penser à qui est impliqué dans votre travail, des donateurs, de vous-même, les collectivités, et essayer de voir qui veut quoi et essayer d'être honnête pour concevoir un projet qui correspond à ses attentes. Identifier les champions de l'organisation. Donc, si vous êtes dépassé par les événements parce que vous êtes une des rares personnes qui veut travailler là-dessus, peut-être que vous êtes le champion de l'organisation et peut-être quelqu'un d'autre, mais il faut commencer avec un projet pilote et une seule personne en attendant d'aller de l'avant. Relier le CERA et le personnel du programme si possible. Donc, ne vous attendez pas à ce que CERA soit d'un côté et le personnel de l'autre. Non, il faut vraiment collaborer. Le partage et le renforcement des capacités, j'en ai déjà parlé, c'est l'argent. Donc, le temps, l'argent, les humains, les ressources humaines, je pense que nous tous, lorsqu'on défend les donateurs, c'est eux qui mettent le budget et le temps, mais c'est également sur nous-mêmes. On réalise que ça prend plus de temps et ça crée plus d'attentes. Et c'est pas petit, mais il faut être honnête lorsqu'on établit notre plan. Et si vous allez travailler avec des consultants, allez voir leur expérience, mettez ça dans les références et assurez-vous d'en parler. Il ne faut pas juste s'y attendre par la suite. Et la fin, tout ça, c'est pour permettre de nouvelles voies, la réflexion et l'apprentissage et éviter de vouloir atteindre la perfection. Je pense que parfois, on craint comment je fais ça, je ne sais pas comment, donc je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas le faire parfaitement. Non, il faut commencer avec des petites étapes, des petits pas pour aller vers là où se trouve le pouvoir, où il y a un espace sécuritaire, et puis vous allez donc attendre vers la bonne direction. Erika, je pense que c'est tout pour l'instant et j'ai bien hâte aux questions-réponses par la suite. Merci beaucoup, Anna. C'était formidable, très stimulant. Je pense qu'avec Elaine, on va poursuivre avec cette ligne d'idées. Et voilà, donc Elaine. Merci, Erika, pardon. Et excellente préface, Anna. Donc, je vais continuer avec, en secouant l'arbre du monde, avec le CERACOM, c'est-à-dire le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage dirigé par la communauté. Donc, on va essayer de voir coloniser les processus dans cette séance. Je vais essayer de trouver une définition et tout ça, ça vient de la même compréhension et de ce qui est impliqué donc dans la définition de CERACOM. Je ne pense pas que j'aurai le temps dans ma présentation, mais peut-être à la question-réponse, on parlera des éléments d'organisation pour entreprendre une telle initiative. Et Anna en a déjà parlé un petit peu dans sa présentation, mais sans plus tarder. Donc, normalement, on a une vidéo qui illustre ce qu'on veut dire par CERACOM. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler, ça partage dans un premier webinaire en quoi ça consiste le CERACOM et donc, on peut converser dans ce webinaire si vous voulez le regarder plus tard. Et si vous n'avez pas le temps, simplement j'ai mis l'adresse dans le clavardage. Vous pouvez le regarder juste de façon factuelle
Donc, on perçoit Seracom comme une approche de CERA qui habilite des membres ou des agents clés de la communauté pour qu'ils et elles suivent, analysent, partagent et réfléchissent de façon continue au progrès par rapport au plan de développement de leur communauté en fonction des résultats et des indicateurs et paramètres de mesure qu'ils et elles ont définis afin d'agir pour réaliser leurs objectifs et leur vision. Donc, Seracom, c'est une question de nous pousser à penser que ce n'est pas juste pour les donateurs ou les organismes, mais on veut voir que ça met en pratique les principes de ce que l'on recherche en développement durable. Donc, ça veut dire qu'on veut vivre les rêves de la collectivité. Donc, les intervenants des communautaires doivent voir ce qui se passe pour leur collectivité, leurs enfants, et ils ont la capacité de faire ces plans et d'agir selon ces plans-là. Et également, ils sont en mesure de surveiller, de réfléchir et d'apprendre de leur travail. On trouve que c'est important lorsque Selenga s'implique pour s'impliquer qu'il y a des éléments en place. Parce que pour que Seracom réussisse, il faut que les donateurs et les organismes soient prêts à voir à qui ça sert. Donc, CERA. Donc, il faut être dans la collectivité de changement, de voir les intervenants communautaires comme des intervenants au lieu des fournisseurs. Et donc, on veut définir le processus et avoir sa propre théorie de changement, un indicateur et mesure de succès, et également d'aller collectionner et analyser et comprendre ce que ça signifie pour les étapes à venir et l'action à entreprendre. Et donc, l'action est intrinsèque ou automatique. Par exemple, dans un groupe en Zambia avec lequel on travaillait, même avant de terminer le processus, avec la seule connaissance qu'on avait partagée, on a mesuré le pourcentage des parents qui attachent une valeur à la communication dans leur collectivité et seulement 70 y attachent une valeur. Et donc, on a également automatiquement planifié une campagne avant même de leur revenir pour le prochain module. On a également besoin de passer notre pensée aux donateurs dans l'organisme. J'ai déjà mentionné, c'est le sujet de changer d'être un facilitateur ou une approche qui bâtit une capacité de communiquer au lieu de mettre en œuvre. Et donc, ça s'est arrivé dans la programmation du budget parce qu'on a toujours des coûts additionnels de personnel. Et donc, les donateurs ont souvent été très conservateurs, affectant les coûts et les frais fixes pour le personnel. Mais donc, on attribue plus de budget aux coûts directs, par exemple, les outils agricoles, l'approvisionnement, etc. Donc, on essaie de discuter avec les donateurs et les politiques. Get heard. So while generally the international community is becoming more aware of those that are slipping through the cracks of the developing systems in any country, and even though there are more consultations and participatory methods within projects, COMEAL really focuses on ensuring the voices of marginalized and vulnerable are included, especially girls and women. And as much as possible, ensure that these vulnerable groups are actors in the decisions that affect their lives, similar to Feminist Meal. And we are also seeing greater awareness about intersectionality of vulnerability. And we see that the experiences of different groups, so even if we take women and girls, this can intersect and be overlaid with disability, with being part of a marginalized ethnic group. And so la population en général ne t'entend pas cette diversité. COMEAL, par rapport à ces groupes, parce qu'ils peuvent prendre l'action, parce que les données, et cela obscure la réalité pour ces groupes. En termes des bénéfices, nous avons canalisé le développement. Un autre, c'est de travailler avec... ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ces mesures.
Parce que lorsque nous commençons à leur montrer quelles actions peuvent être prises, donc ils ont été capables de prendre. J'ai aussi partagé plus d'exemples sur les webinaires du CoMeal et je l'ai envoyé dans la boîte de clavardage. CoMeal assure aussi renforce la gouvernance et la redevabilité. Vous pouvez ainsi prendre ces politiques qui sont déjà dans le pays et d'avoir la communauté réfléchir sur quelles sont leurs expériences, quelle est la politique nationale. Et cela aide l'approche et accentue la voix des citoyens. Et je vois ici quelques collègues d'Affaires mondiales sur l'appel. Donc, voilà un processus qui engage les communautés qui sont affectées par ces politiques. Et cela les amène ensemble avec les agences réglementaires pour voir quelles sont les politiques en place et de travailler ensemble de façon non confrontationnelle pour pouvoir mettre un plan en place pour pouvoir établir ces politiques. Un exemple du pilote à la Gambie, c'est une communauté qui a été capable d'analyser quelles écoles avaient, par exemple, un élève pour 40, un enseignant pour 40 élèves, c'était la loi là-bas. Il y avait des représentants pour les enseignants. Nous faisons aussi la prise de décision et le développement de politiques fondées sur des données probantes. Ainsi, la communauté peut vraiment montrer ce qu'ils observent, ce qu'ils expérimentent. Un autre exemple de cette communauté, ce qui a vraiment été, ça m'a vraiment ouvert les yeux, c'est qu'il y avait une communauté qui a mobilisé une école et auparavant, ils se rencontraient sous un arbre et ils ont trouvé un bénévole pour pouvoir enseigner aux enfants. Et lorsqu'ils ont commencé à faire le suivi du taux de graduation, alors cela a augmenté. Donc, ils avaient la confiance ensuite d'amener cela devant le ministère de l'Éducation pour s'assurer et pour montrer aussi que la communauté essayait vraiment fort. Et donc, le gouvernement a été inspiré pour leur donner des ressources. Donc, voilà ici un autre bénéfice. CoMeal a vraiment été capable de faire accentuer le nombre de ressources qui étaient disponibles. Grâce au même pilote, nous avons réussi à montrer quelle est l'efficacité des coûts. Parce que, comme il a été mentionné, la communauté est capable de prendre action, de parler avec confiance pour être capable de s'assurer que leur but soit bon pour atteindre leurs objectifs. Lorsque nous voyons les communautés, particulièrement les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables, et lorsqu'ils sont les leviers pour pouvoir aller de l'avant au lieu d'être, par exemple, un observateur ou alors tout simplement remplir un questionnaire, nous sommes beaucoup mieux capables d'atteindre les objectifs parce que les données ne sont pas saisies par des personnes à l'extérieur qui utilisent des termes très techniques. Cela est envoyé aux mains de la communauté. Donc, et maintenant, je vais passer à la prochaine diapo et je vais parler des défis. Il y a un grand nombre de bénéfices. Il y a aussi un grand nombre de défis. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun d'entre eux ne sont insurmontables. Je crois que si on met tous nos savoirs ensemble et nous pouvons nous mettre tous ensemble, je crois qu'on peut surmonter ces défis. Donc, une façon de voir les choses différentes, c'est de voir la qualité des données. Nous voulons vraiment avoir des données qui soient bonnes. Particulièrement, les chercheurs passent beaucoup de temps et de ressources pour avoir une marge d'erreur qui soit très mince. Et lorsque nous regardons les données que nous avons saisies après avoir fait tant d'investissements, nous voyons qu'il y a un impact très faible au sein de la communauté. Donc, la valeur des données est minimisée. Toutefois, avec CoMeal, donc, nous sommes ainsi capables d'avoir ce concept. Donc, si les données
sont utilisés premièrement par la communauté et les organisations peuvent les réutiliser, les réanalyser et les utiliser d'une façon qui est acceptable pour eux au niveau du donateur. Donc, nous pouvons voir l'impact que cela a dans différents pays et différentes régions. Donc, une inquiétude que j'entends souvent à propos de la qualité des données, c'est qu'on dit que les communautés avec lesquelles ils travaillent, ce sont des endroits où le taux d'analphabétisation est très bas. Parfois, on dit que les données doivent être plus quantitatives que qualitatives. Et bon, je crois que ce n'est pas toujours prêt parce que le gouvernement a déjà un nombre de systèmes en place qui mesurent certains indicateurs tels ceux de la santé. Parfois, les embûches sont que dans certains pays, dans certains contextes, les administrateurs du gouvernement vont avoir certains barèmes qui sont différents et ils vont toutefois utiliser certaines données à leur avantage. Donc, l'un des outils qu'on utilise pour le CERACOM, c'est que la redevabilité augmente, mais elle doit revenir. Et lorsqu'on termine ce cercle, lorsqu'on voit que tout ça est envoyé une fois de plus au sein de la communauté, il y a une validation et la communauté va vous dire, oui, voilà le pourcentage que nous vivons, ou alors non, ce ne l'est pas. Et ils vont vous dire exactement la raison pour laquelle c'est comme cela. Donc, la qualité des données est importante, la qualité de celle-ci est importante. Et cela fait partie du cœur du CERACOM et c'est essentiel pour prendre une décision. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise, se concentre sur l'évaluation, nous rencontrons que la qualité des données va augmenter parce qu'on fait ces validations et ils comprennent les pourcentages. Un autre élément que nous devrons voir, c'est comment pouvons-nous analyser ces données. Utiliser, par exemple, certaines barèmes pour voir l'impact de chacun des programmes. Et comme j'ai mentionné auparavant, au fur et à mesure que nous faisons des moyennes par rapport à les contextes, on empêche de voir la diversité au sein des communautés parce que nous savons que ce n'est pas une solution qui est bonne pour tous. Il n'y a pas une seule recette. Toutefois, si nous implémentons le CERACOM, nous pouvons voir l'intersectionnalité. Cela capture l'expérience. Donc, ensuite, nous devons penser de façon différente à propos de notre système, de notre processus. Et nous devons voir comment nous pouvons utiliser ces données et amener la diversité à un certain niveau. Par exemple, au niveau du programme, nous pouvons viser certaines communautés où le statut augmente pour certains enfants, tout en permettant à ces communautés de voir de quoi a l'air le succès et cela permet toujours à l'organisation de partager avec les donateurs ou les autres intervenants parmi plusieurs régions, tout en donnant des exemples qui sont très locaux. Donc, lorsque nous utilisons ces processus, nous savons que ça prend du temps, ça prend des fonds. Donc, en utilisant des fonds multilatéraux ou bilatéraux sur un cycle de 3 à 5 ans est très important. Ça prend environ 1 an avant de voir quelle est vraiment la base au tout départ. Mais cela peut être un grand défi. Ce n'est pas seulement de cocher une case et de savoir, mais ce que nous voulons vraiment savoir, c'est si les communautés elles-mêmes peuvent saisir l'information, la comprendre et faire un plan qui puisse être durable. Et le dernier défi que je veux vous parler, c'est que quand l'organisation passe en tant qu'implémenteur à celui qui est un facilitateur, nous savons qu'il y a une longue histoire d'organisation et qui travaille pour les communautés. Et il y a un risque que les équipes peuvent faire plus de dommages que d'autres choses parce qu'ils ont des attitudes où ils vivent dans des paradigmes qui sont colonialistes. Donc, si on n'est pas là pour entraîner et si on tente de manipuler les communautés en leur faisant croire qu'ils devraient aller dans une telle ou telle direction, alors cela interfère avec le processus du CERACOM. Donc, voilà, je crois que mon temps s'est écoulé. Nous avons de l'information additionnelle sur les blogs de notre site Web. Je crois que les liens sont dans la boîte de clavardage. Je vous invite à cliquer
déçus. Et si cela vous intéresse, alors je vous invite à remplir notre questionnaire. Si vous êtes intéressé à devenir partenariat, en connaître plus sur le CERACOM, alors je vous invite à nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Elaine. Donc, oui, on en a appris beaucoup. Je vous rappelle que Hélène travaille à Salanga et auparavant, elle était spécialiste des droits des femmes. C'est vraiment un plaisir de présenter Rosalie Adouaï Diop, qui est à Thiès. Rosalie, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Je vous entends, je partage mon écran. Alors, Rosalie, qui est donc chercheure enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Anna, également pour la qualité de leur présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de similitudes, ce qui fait que ma présentation sera plutôt juste un continuum ou bien un cas par rapport à ce qui vient de se dire de manière théorique. La présentation ici, c'est juste une lecture qu'on a eu à faire sur la méthodologie aujourd'hui de suivi, évaluation, apprentissage utilisée au Sénégal sous une perspective féministe. Et que, bon, c'est juste une étude qu'on a eu à faire, à évaluer, mais entre autres recherches aujourd'hui sur le féminisme. Je vais juste rapidement, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, parler de l'introduction qui va revenir sur le contexte, un peu sur les cas, donc une petite réflexivité sur ce qu'on a eu à voir sur le terrain, quels sont les défis, donc, et les leçons apprises, plus la conclusion. Si nous revenons rapidement sur le contexte, je pense que je ne vais pas insister davantage. C'est juste vous remercier du fait qu'aujourd'hui, nous abordons une question qui est une question assez complexe, une question très, très importante dans la réflexion actuelle au Sénégal. Si nous prenons la question du féminisme comme la question du genre qui, depuis les années 80, ont commencé à voir le jour dans ces régions-là, mais qui, jusqu'à présent, dans ce processus de déroulement, aussi bien au niveau des approches, au niveau de la réflexion, comme également au niveau de la recherche, nous rencontrons toujours des obstacles. Il suffit aujourd'hui de parler du concept de genre ou bien du concept rien que féministe. Je ne parlerai pas encore de la recherche, pour voir que ça rencontre des phobies et des obstacles à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que malgré ces obstacles-là, c'est des concepts qui sont aujourd'hui utilisés au Sénégal dans le cadre des recherches, dans le cadre également des analyses sur tout ce qui concerne les projets de développement et surtout les projets de développement qui sont financés par le Canada. Ça, c'est important. C'est important dans la mesure qu'on sait qu'aujourd'hui, le Canada, ces dernières années, quand même, a adopté la politique d'aide internationale féministe. Cette politique impose l'égalité des genres comme axe transversal, il faut le dire, dans les projets de développement, partout dans les pays où il y a une coopération bilatérale, le Sénégal y compris. Ce qu'on peut retenir dans ces projets d'appui, c'est qu'effectivement, pour bénéficier de ces projets d'appui, que ce soit des projets de développement ou bien pour bénéficier des projets de recherche avec le CRDI ou les instituts de recherche Canada, donc il va falloir adopter effectivement cette approche féministe dans tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les partenaires canadiens. C'est dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de projets en vigueur actuellement au Sénégal, que ce soit des projets d'aide au développement,
que ce soit également des projets de recherche qui mettent beaucoup l'accent sur les problématiques féministes en vue d'une transformation donc, de certaines normes sociales. Ça, c'est comme juste comme première introduction. Ce qui est important ici, je parle juste d'un cas rapidement, c'est une étude, un projet d'un an, un projet tripartite entre des instituts de recherche sénégalais, burkinabé, canadien, mais également un projet de recherche avec des décideurs et des intervenants dans le cadre d'une recherche sur les effets de la crise COVID-19 sur la sécurité alimentaire au Sénégal. Et ce qu'on peut retenir dans cette étude-là, je ne vais pas insister davantage, vous aurez les références plus tard pour cette étude. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai eu à évaluer donc ce projet sur le terrain. Mais ce qui est important, c'est que ce projet a été quand même un questionnement, une question d'opportunité et de reconfiguration des rapports inégalitaires de genre au Sénégal comme au Burkina Faso. Ce projet avait comme objectif de vraiment produire une analyse féministe avec tous les acteurs et actrices du processus de recherche et de collaboration entre les institutions et, comme je l'ai dit, entre les institutions canadiennes, les institutions sénégalaises et les institutions burkinabées. L'autre chose importante, c'est que cette recherche découle d'une hypothèse. L'hypothèse de recherche, c'était quoi? Une participation des communautés à l'identification des problèmes sociaux et aux alternatives pour les aborder, assurer des résultats durables et je dirais même des résultats pérennes. Cette hypothèse est importante parce que c'est cette hypothèse qui sous-tend donc cette approche d'évaluation féministe pour montrer comment aujourd'hui la population africaine et je dirais plutôt sénégalaise ont aperçu cette évaluation ou bien on aperçu plus ou moins positive, hein, je dirais, ou négative sur cette méthodologie de suivi évaluation évaluative. Ça, c'est quand même un élément important. L'autre élément important, c'est que les principes de ce suivi évaluation apprentissage, donc, a pris en vigueur 3 approches majeures, c'est tout juste pour rappel, que ce soit l'approche transformative, la décolonisation aujourd'hui, la démocratisation des savoirs, on peut dire des savoirs locaux, mais également surtout cette recherche collaborative. Quels sont aujourd'hui les résultats que ces différents principes ont donnés sur le terrain pour une population, vous venez de le dire Hélène, une population en majorité analphabète, une population très vulnérable sur le plan économique, sur le plan social, une population qui en général n'ont pas droit à la parole. Et ce qui est important, c'est que pour faire cette recherche, nous avons vu que les projets de recherche aujourd'hui, surtout le projet qui avait en charge cette étude, a utilisé ce que je peux appeler des stratégies méthodologiques innovantes et intersectionnelles. Cette méthodologie est innovante dans la mesure que c'est la première fois, comme nous disait la population, qu'ils ont rencontré des outils à utiliser, à manipuler, où la communauté n'est plus comme comment on l'appelle, comme ils l'ont dit, je ne suis plus spectatrice, mais je suis plutôt quelqu'un qui a produit et qui fait partie de ceux qui ont produit un savoir, ceux qui ont produit des connaissances. Donc, ça, c'est très fort comme verbatim quand on l'a eu sur le terrain. Quelles sont ces méthodologies innovantes? Bien sûr, il y avait l'analyse du pouvoir où on a vu que la population a beaucoup, la communauté et surtout la communauté féminine, a beaucoup contribué à cette analyse du pouvoir. Nous avons vu également la cartographie sociale, comme les dynamiques communautaires, où nous avons rencontré pour la première fois des femmes, en même temps que des hommes et des jeunes qui ont beaucoup participé à développer ce qu'ils appelaient la cartographie sociale, à redécider un peu leur environnement, leur territoire. Où j'avoue que là également, ce qu'on peut retenir pour ces femmes-là, comme pour cette communauté,
Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ne connaissaient même parfois pas leur environnement, surtout, donc les limites de leur environnement, etc. Donc, c'est juste avec cette cartographie sociale-là qui leur a permis de mieux comprendre, de mieux considérer leur environnement social. C'est valable pour l'arbre à problème, mais l'outil qui a le plus frappé la communauté, c'était les photovoices. Il faut le dire, donc des jeunes femmes qui se considéraient comme analphabètes, qui ont appris aujourd'hui à manipuler donc, des outils comme des outils de photographie, etc. Qu'est-ce que ça attire comme réflexion? La réflexion, je ne vais pas insister davantage, Hélène en parlait, et de même qu'Anna, c'est que ça a développé une considération, une estime en soi énorme au niveau de ces femmes et au niveau de ces communautés. Ça a permis également une reconsidération des femmes, surtout pour discuter des pouvoirs en jeu, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les détenteurs de pouvoir qui étaient les maris, qui étaient les leaders communautaires, qui étaient les belles-mères, etc. Mais ces femmes aujourd'hui sont tellement armées qu'ils peuvent discuter avec ces détenteurs de pouvoir. Qu'est-ce que ça a amené également comme réflexivité? C'est la considération du savoir local. Le fait de demander à ces femmes de nous parler de leur vécu, de nous parler de leur culture, de leurs moyens de faire, de leur stratégie adoptée, ça valorise davantage ce savoir local-là et c'est que les populations ont beaucoup aussi aimé dans leur considération. Quelques défis, je vais parler un peu rapidement, c'est des défis géographiques parce que malheureusement, ces projets se font dans la plupart du temps dans des zones qui sont très, très éloignées de la réalité des villes, ce qui fait que les femmes n'ont pas toujours la facilité de participer, etc. Donc, cette facilitation effectivement géographique pose problème en général. La disponibilité du temps et de l'argent. Donc, Hélène en a parlé tout à l'heure, le budget et le temps. Effectivement, c'est des obstacles majeurs qui sont toujours là, où les femmes, par rapport à leur jeu de rôle, que ce soit le rôle de reproduction ou bien le rôle de production, n'ont pas encore assez de temps pour mieux assimiler tous ces outils-là et mieux participer. Comment on l'appelle, les barrières de langue. Les barrières de langue, également, il faut en parler. Autant que tous ces outils nous viennent de l'extérieur, entre guillemets, nous viennent soit du Canada ou bien dans d'autres pays, mais au sein même du Sénégal, les langues donc, locales parlées ne sont pas enseignées et que le français, ce n'est pas tout le monde qui parle français, ce qui veut dire que ça nous permettait de perdre énormément de temps pour d'abord traduire ces outils-là et expliquer à la population. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir également, c'est que donc cette manière de comprendre le féminisme, tout le monde a une conception du féminisme au Sénégal. Ce qui fait que tout à l'heure, j'en ai parlé tout à fait au début, ça pose problème, cette conception plurielle du féminisme en fonction des spécialités, en fonction également des catégories sociales. Donc, rien que le mot féministe, ça pose problème et ça a entraîné quand même des leçons apprises. Quelles sont ces leçons apprises aujourd'hui? C'est vraiment, nous savons que la combinaison de ces outils a permis à ces femmes-là de disposer d'un arsenal qui va favoriser ces changements d'inégalité de normes. Ça, c'est important à retenir. L'autre chose à retenir également, c'est qu'effectivement, le caractère participatif et le caractère innovateur du fait qu'il faut parler de la culture, il faut parler également de ces normes, a permis à ces femmes-là, de même que la communauté, de bien participer. Ça également, c'est un élément important. L'autre élément important qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, il nous faut quand même voir ce jeu interculturel aujourd'hui. Quand on parle de féminisme, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui nous a permis de voir comment harmoniser nos réflexions pour avoir un même langage quand on parle aujourd'hui de recherche féministe, quand on parle de recherche sur le genre. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion? Moi, je pense que la recherche a été grandement appréciée, ça, il faut le dire, appréciée par les différentes communautés. Et ce que je n'ai pas dit, c'est des communautés où
il y a une forte pesanteur sociale, des communautés très patriarcales, hein, il faut le dire. Et pourtant, n'empêche, cette recherche a beaucoup été appréciée. Les femmes ont beaucoup contribué, de même que les communautés. Et nous, on a assisté à des réunions où aujourd'hui, devant toute la communauté, aussi bien avec les ayants droit comme les détenteurs de pouvoir, les femmes ont pris la parole pour expliquer, pour même contredire parfois les hommes quand elles ne sont pas d'accord. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à mon avis, il est important de continuer ces genres de recherches. Il est important de mieux connaître et de considérer l'évaluation apprentissage, de le faire connaître et de le faire reconnaître aujourd'hui à toutes les populations, parce que ça a été un bon avantage, ça a été une bonne approche qui a été vraiment appréciée par l'ensemble des populations et qui a donné également des résultats probants, comme demandait tout à l'heure Hélène, parce qu'avec ces outils-là, nous avons eu vraiment des résultats très probants, des résultats scientifiques. Voilà un peu en gros, j'ai parlé un peu rapidement parce que j'ai vu qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour parler. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, Rosalie. Et vraiment, merci aussi à toutes les trois d'avoir fait un effort. Je pense, je ne sais pas comment vous avez fait, de respecter le temps que nous avons aujourd'hui pour cet échange. Parce que je crois qu'avec toute la passion et l'expérience que vous avez, nous pourrions vraiment parler longuement. Eh bien, justement, je me dis que peut-être tout le monde a des questions. We'll be entering now our question and answer portion. Nous allons maintenant passer à notre période de questions-réponses. Je suis certain que vous avez hâte de passer à la période de questions. Donc, pour vous rappeler, il y a déjà des questions dans la boîte de clavardage. Il y a deux façons de faire cela. Vous pouvez soit lever la main en utilisant la fonction lever la main dans Zoom, et c'est une petite main au bas de votre écran. Lorsque vous faites cela, nos collègues, l'équipe technique va ouvrir votre micro, ainsi vous pourrez poser votre question. Vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage. Je vous demande si vous pouvez nous dire votre nom, votre organisation, après avoir levé la main. Donc, il nous reste environ 20 minutes pour la période de questions-réponses. Donc, je ne vois pas de main levée pour l'instant, mais on peut toujours débuter avec une des questions qui se trouve dans la boîte de clavardage. Ainsi, on pourra alterner entre avec la question. Voilà. Donc, j'aimerais bien aussi voir les visages si jamais vous voulez poser une question avec votre caméra. Nisha, vous aviez une question pour Hélène, demandant comment Seracom soutient la sécurité et donner des exemples, s'il vous plaît. Oui, merci de cette question. Donc, Seracom, ça vient du principe qu'on veut assurer la durabilité. Donc, ça commence en ayant une analyse d'intervenants très claire de quelle structure et le nombre de structures qui sont déjà en action, exploitent bien, qui détient le pouvoir. Encore là, ce sont donc c'est très semblable au CERAF. Et puis, vous travaillez avec ces groupes-là. Donc, vous ne créez pas un nouveau groupe pour la surveillance et l'évaluation. Mais donc, certains de ces exemples que j'ai donnés, c'était de travailler avec une association de parents enseignants à l'extérieur de l'école. Donc, ça fait déjà partie de leur responsabilité au sein de la collectivité. Je pense que ça répond un peu à la question de Diana qui viendra plus tard. C'est qu'on n'ajoute pas des responsabilités, c'est déjà le rôle qu'ils doivent jouer
au sein de la collectivité de regarder, analyser la qualité de l'éducation ou de traiter des questions d'éducation. Donc, il faut voir qui sont ces groupes au sein de l'organisme ou peut-être on a besoin, dans certains cas, de mobiliser des groupes ou une partie des gens de ce groupe pour traiter d'enjeux tels que, par exemple, la protection des enfants ou des organismes qui traitent de ça. Il y a des comités dans cette fonction sur papier. Et donc, c'est comme ça qu'on approche la collectivité en disant, voici ce qui est en droit et ce qui aiderait certains de ces enjeux qui ont été identifiés dans vos collectivités. Comment est-ce qu'on peut fonctionner avec des groupes d'individus qui deviendraient bénévoles parce qu'ils se mobilisent autour de ces enjeux-là pour réagir à ces enjeux-là. Donc, si on va de ce principe que ce n'est pas la collectivité qui fait notre travail ou le travail de l'organisme, mais plutôt le leur qu'ils ont à faire. Donc, on commence dans ce principe de durabilité. Donc, merci, Elaine. Je crois que vous avez déjà compris, réagi donc à la question de Diana. Des questions fort intéressantes. On en a une autre. Et je ne vois pas personne qui lève la main. Il y a des projets et des bourses qui ont des petits délais attachés. Donc, Anna, je crois que ça s'applique, ça pourrait également aller à Anna parce que les principes de CERAF, c'est à savoir combien de temps on dispose et de ne pas essayer de passer en revue le processus au complet parce qu'il y a des principes qu'on peut mettre en œuvre, de voir ce qui est réalisable dans un bref court délai. Je pense que, par exemple, il y a toujours du temps pour faire une bonne analyse d'intervenants, puis de voir avec qui on peut travailler. Et puis, idéalement, ce que l'on veut, c'est des groupes communautaires qui le mènent eux-mêmes, mais si on a un bref délai, peut-être qu'on peut envisager un sprint et pas un marathon. Donc, qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble? Et c'est peut-être l'organisme qui mène les premières étapes et le processus. Et comme on obtient plus de bourses, de financement, on peut travailler avec les mêmes collectivités. Donc, on peut à ce moment-là continuer à générer de la capacité additionnelle. Donc, les enfants croient. Je pense que je respecte déjà donc ce projet de les enfants croient et d'intégrer donc ces concepts, d'avoir pas juste des partenaires avec lesquels on travaille, mais également que les partenaires transigent avec les collectivités, puis d'assurer des cycles subséquents au fur et à mesure que la relation se bâtit dans ces régions, dans ce secteur-là. Oui, Elaine, je pense qu'effectivement, cette question fonctionne en termes de féminisme également. Je veux simplement mettre en lumière ce que vous avez dit à la fin. Donc, c'est d'éviter que tout va être impliqué en même temps. J'ai travaillé récemment avec un projet humanitaire au lieu d'un projet de développement plus long terme. Et les exemples s'appliquent plus facilement oui, mais dans mon travail, dans les 2 dernières années, avec l'équipe, on essaie vraiment de voir ce qu'on peut appliquer peut-être un peu plus comme le projet Nexus, ceux qui essaient d'établir des ponts dans les sphères humanitaires, comment on essaye de s'engager dans les groupes communautaires, comment adapter des méthodologies pour arriver à la base, par exemple, l'adaptation sur un film 7, peut-être pas de faire un lancement complet, mais peut-être donc ce qu'on peut faire avec ces films, puis les adapter avec des projets humanitaires. Donc, on réalise qu'on ne le fait pas dans le plus d'applications possibles, mais est-ce que ça fait vraiment une grande différence? Bien, je pense que c'est unique, c'est différent. On essaie de voir comment les femmes s'engagent en termes de leadership dans le secteur humanitaire. Donc, c'est d'essayer d'aller
chercher ces fils-là, puis voir comment ça peut se répercuter ailleurs. Merci, Anna. Tu avais des pensées, toi, sur cette question du temps et des contraintes liées au temps? Je pense que tu l'as mentionné comme une des difficultés, mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce que Anna et Hélène viennent de mentionner? Erika, je ne sais oui. pas. Je pense que quand même, il faut dire que c'est des projets intéressants. Moi, je parle dans un milieu autre où il faut quand même appliquer de nouveaux outils, il faut appliquer une nouvelle méthodologie. Et ce qui est intéressant ici à documenter, c'est comment cette population s'est appropriée ces outils-là pour vraiment produire ce que je peux appeler de la connaissance, pour produire du savoir. Mais en même temps, réfléchir également comment ces outils ont su valoriser le potentiel de ces femmes qui étaient quand même des leaders, mais qui peut-être n'ont pas été réconfortées dans leur rôle de leadership en matière de développement, mais également en matière de recherche. Et aujourd'hui, moi, je pense que quand même, avec ces nouveaux outils de recherche participative, évaluative, ces femmes se sont reconnues de part et d'autre de la communauté comme des agents très disposés à participer à tout ce qu'on peut considérer comme transformation des rôles inégalitaires de genre. Et c'est surtout ça, pour moi, le défi énorme, comment elles ont su participer à démontrer, à identifier quels sont les problèmes liés à leur environnement, mais en même temps, comment elles peuvent participer à la résolution de ces problèmes. Donc, ça a été un défi très, très fort pour ces femmes-là qui, a priori, étaient considérées comme analphabètes ou bien qui ne disposent pas assez de pouvoir pour participer à un développement donc de leur société. Et pour terminer, c'était des zones où vraiment c'est des zones où le patriarcat était très fort, des zones où les femmes ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas même participer à tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme prise de décision. Je ne dirais pas que c'est un fait, mais on voit bien qu'avec ces outils-là, il y a un processus qui est amorcé, un processus, et je pense que si on continue dans ce sens-là, on pourra vraiment entrer dans ces lots de transformation de tout ce qui est inégalitaire de genre. Merci beaucoup, Rosalie. Vraiment, je pourrais vous écouter toutes les trois pendant très longtemps et échanger avec vous. Je crois que nous avons quelques autres questions ici dans le chat. If any of you in the chat would also like to say your questions, just let us know. Si vous avez des gens dans le clavardage qui veulent poser des questions ou réagir. Je vois une autre question de Rosemary Corbs. Merci de votre question. Rosemary, quelles suggestions avez-vous qui soient déjà en développement pour les succès des collectivités? Donc, une autre pour vous, Hélène, et probablement, je pense que dans la présentation de Rosalie, elle a en fait partagé un nombre d'outils qu'on a également à Seracom qui peuvent aider, mais je pense que ce sont les indicateurs de haut niveau qui sont souvent présentés comme des SDG. Mais si vous êtes dans un plan, vous pouvez avoir des collectivités complémentaires et des indicateurs qui vérifient ou valident ces indicateurs qui sont basés sur les sondages et qui utilisent ces outils participatoires et qui pilotent les pilotes avec des organismes avec lesquels vous collaborez pour avoir une triangulation. J'ai vu cette tendance-là en évaluation, surtout là où il y a plus de personnes qui incluent des choses comme les récoltes, les changements significatifs dans leur méthodologie et qui complémenteraient ces sondages-là. Donc, notre façon d'adapter, de trouver des outils et des processus, ça dépend des projets
mais il y a définitivement des façons créatives de les aborder. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? J'allais juste mettre en lumière quelque chose au niveau de récolte. Il y a des projets, on essaie de faire des mesures de progrès et voir qu'est-ce qui se passe entre les résultats. Donc, les indicateurs vont essayer d'évaluer positivement, donc, et ce qui se passe entre un résultat moyen et un résultat final, ça peut changer, par exemple. Donc, les compréhensions basées sur les communautés du succès et ce parcours, ça peut avoir une grande occasion avec les bailleurs de fonds. Et donc, ça, c'est une occasion. Puis si on fait ça, ben, ça peut aller très bien. Et j'ai travaillé avec des projets, par contre, qui n'ont pas fait ça au début, puis peut-être qu'ils l'ont fait juste à moyen terme pour un plus gros projet. C'est quelque chose donc qu'on peut prendre comme base pour la deuxième. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Hein. C'est vrai qu'il y a des indicateurs de qualité, des indicateurs quantitatifs. Ou comme disait tout à l'heure Hélène, il nous faudra avoir des bases de sondage, continuer ces genres d'évaluation pour parler de ces indicateurs. Mais de la même manière, il y a les indicateurs qualitatifs aussi aujourd'hui. Et quelqu'un qui te dit qu'avant, j'étais là comme spectatrice et aujourd'hui, je suis là comme acteur, je pense que c'est un indicateur fort. Quelqu'un qui te dit qu'aujourd'hui, quand avant, je prenais des décisions, mon mari ne participait pas ou bien ne m'écoutait pas. Mais aujourd'hui, quand je dois participer, les gens m'écoutent et qu'on me restitue la parole. Moi, je pense qu'également, c'est des indicateurs forts. Ce qui veut dire qu'il va falloir davantage travailler sur ces indicateurs quantitatifs, mais il va falloir également exploiter davantage les indicateurs qualitatifs qui ne sont pas nombreux, mais qui disent beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que c'est important. Des résultats sont là, des processus de résultats également sont là et il va falloir les documenter davantage. Merci beaucoup, Rosalie. Donc, nous continuons et nous avons encore un petit peu de temps, c'est formidable. Nous continuons avec quelques questions ici. Et Elaine, thanks for adding some compliments here to your... Hélène, merci d'avoir ajouté votre complément à la question du clavardage. Et vous allez voir que tous les liens sont partagés au fur et à mesure et ils seront rendus disponibles plus tard. Au sujet du partage de présentation, ce sera là. Ce sera partagé. Donc, on vous gardera avisé à savoir quand ça deviendra disponible. Et donc, on demandera vos courriels. Rosalie, je pense que vous pouvez vous attendre à avoir plusieurs messages dans les jours à venir. Son courriel sera partagé à la fin de la séance. Donc, vous pourrez communiquer avec elle directement pour vos questions. Oui, il y a une main levée. Je ne peux pas la voir, mais Salim a levé sa main. Peut-être qu'on peut vous entendre maintenant. Et puis revenir à des questions qui étaient au clavardage. Il y en avait une coupe. Salim, merci. Oui, vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Merci. C'était vraiment une séance vraiment très informative et de l'avoir organisée. J'ai adoré tout ce que j'ai entendu. Je voulais mentionner pour Hélène et Rosalie, il y a plusieurs années, travaillant au Kenya, dans les petits villages, on peut entendre les inquiétudes qu'ils avaient en planification. On faisait le mieux qu'on pouvait, mais une des difficultés qu'on a eues, c'est que
c'était toujours communiqué par, les communications toujours faites par des hommes. Il y a seulement quelques femmes qui sont venues de l'avant. L'interprète s'excuse, mais le commentaire est difficile à percevoir. Il y a trop de voix qui parlent en même temps. Donc, il y avait de bonnes productions, mais bon, il y a des femmes qui s'essayaient, puis là, tout de suite, elles étaient coupées par des hommes qui prenaient la parole. Et c'était vraiment donc comme un processus à savoir comment on peut incorporer une contribution si valable que ces femmes-là faisaient. On voulait avoir comme un tableau, une craie, à savoir comment faire immuniser les enfants, qu'est-ce qui se passait dans les villages. Et les femmes voulaient contribuer. Et la solution qu'on a trouvée, c'était de changer l'équilibre dans les chiffres pour pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Et donc, et les grands-mères également des villages pouvaient participer et se joindre pour donc être au bon endroit. Et ils avaient le pouvoir de la parole dans leur contribution, mais est-ce que vous avez des expériences qui peuvent nous aider à programmer la chose de sorte qu'ils aient plus de voix et d'intérêt dans la programmation et le regarder de leur lentille? Donc, pour essayer d'avoir des résultats qui puissent aider à améliorer la santé des enfants, par exemple. Ils sont souvent donc passés au gaspillage. Merci beaucoup, Salim. Votre collègue de la Croix-Rouge. Rosalie? Bon, merci. Moi, je pense que c'est une question très, très intéressante. Hein? C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps, c'est pourquoi je n'ai pas parlé des autres expériences. Mais récemment, je coordonnais une étude qu'on appelait donc les Badjanugor, c'est des marraines de quartier. Ils sont issus de la communauté, c'est des femmes du milieu communautaire qui devaient aujourd'hui travailler pour influer un peu sur les normes et améliorer la santé des mères et la santé des enfants. Qu'est-ce que le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de femmes n'utilisaient pas les méthodes contraceptives. Beaucoup de femmes n'amenaient pas leurs enfants au niveau des services de santé et que les femmes elles-mêmes enceintes n'observaient pas donc, les consultations prénatales, etc. Donc, le projet, c'était un projet également du CRDI qui a duré à peu près 3 ans ou 4 ans. Le projet c'était si on capacite ces femmes en matière donc, de ressources, c'est vrai, financières, mais c'était moindre. Mais si on les capacite également en connaissances, etc., est-ce que ces femmes peuvent influer au niveau de leur communauté pour permettre aux hommes, pour permettre à ces belles-mères, je suis tout à fait d'accord avec vous, et permettre aux maris d'amener leurs femmes dans les services de santé. Et j'avoue qu'on avait fait une étude baseline au début pour voir au niveau de ces cases de santé, on avait pris 4 régions au Sénégal. En moyenne, il y avait combien de femmes qui allaient se consulter? Il y avait combien de femmes qui amenaient leurs enfants, etc. Et au bout de 3 ans, après une bonne assise de ce projet, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une amélioration au niveau des indicateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comment ça se passe? C'est qu'on est parti de la culture. Parce que quand on parle de Badjanugor, le nom elle-même, c'est quelque chose de très culturel. C'est une femme qui est là, qui est la sœur du père, mais qui incarne ce pouvoir qui lui permettait de parler aussi bien à la famille, donc sa propre famille, mais également qui avait ce pouvoir de parler aux ce que j'appelais les détenteurs de pouvoir. C'était les imams dans les mosquées, c'était les belles-mères, c'était les maris, etc. Donc, ces femmes-là, en partant de leurs valeurs intrinsèques culturelles, pouvaient discuter avec ces mondes-là et voir comment influer donc, sur ces pouvoirs-là. Et j'avoue que ça a donné des résultats.
des résultats tangibles qu'il va falloir continuer à documenter, à ne pas dormir sur nos lauriers parce que c'est un projet. Et malheureusement, parfois, quand le projet termine, si on ne fait pas attention, on est obligé de revenir en arrière. Mais jusqu'à présent, je pense que c'est un projet qui est documenté et que ces bajenu-gox-là, aujourd'hui au Sénégal, sont utilisés partout dans tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, en ce qui concerne également la santé reproductive et le droit à la sexualité. Wow. I'll just add very briefly to highlight from both Salim and Rosalie's examples the importance of... Pour revenir sur les exemples de Céline et Rosalie, je veux revenir que ce n'est pas un organisme externe qui vient à l'intérieur, mais pour travailler avec les groupes communautaires. Ils connaissent le contexte parce que l'organisme vient de l'extérieur. Vous ne connaissez peut-être pas les dynamiques et donc l'importance des grands-mères dans les collectivités. On ne restreint pas le pouvoir à juste à ceux qui détiennent le devoir. Mais ce qu'on a montré, l'importance des pouvoirs informels, si on peut l'appeler comme ça, l'influence des gens comme les grands-mères, les aînés, et pour la santé des femmes. Et la deuxième partie est au sujet de générer la capacité. Donc, oui, avec les chiffres, mais parfois l'approche, c'est de générer la capacité avec les groupes de femmes et également avec les conseils ou les groupes d'hommes pour discuter quelles sont les dynamiques et comment est-ce qu'on peut rassembler les deux groupes à table avec un pouvoir égal et leur poser des questions, collaborer avec eux, voir comment ils travaillent. C'est un peu la même chose qu'avec les ados. Si les femmes pensent qu'ils peuvent avoir une voix, les enfants eux-mêmes, ils peuvent être debout devant les leaders de pays et partager ce qui est important à leurs yeux. Merci beaucoup, Hélène, Rosalie, Anna. We have a few minutes left still and a couple questions. Il nous reste encore quelques minutes et quelques questions. Merci Sabine d'avoir partagé votre expérience. On a une question de Bart. Vous l'avez partagée dans le clavardage, mais vous avez également levé la main. Donc, merci. On va vous écouter. Fantastic. Fantastique. Formidable présentation, vraiment bien. J'adore les exemples très riches qui sont offerts. J'ai plein de questions, mais je ne vais pas monopoliser tout votre temps. Et je pense qu'une des questions qui est survenue en ce qui a trait aux commentaires d'Hélène au sujet des modèles logiques, votre expérience avec les outils normatifs qui existent, utilisés pour les rapports bien-être. Quelle est votre expérience à intégrer ou rapporter ces RAF avec ces outils existants? Est-ce que vous les trouvez limitants de quelque façon dans le travail que l'on accomplit? J'aimerais bien entendre ce qu'Anna pense de ça, de cette question. On est illimité par nos propres frontières que l'on établit pour nous-mêmes. Donc, si on prend les questions et qu'on amène ça au niveau de la collectivité, puis essayer de ce que signifient ces questions pour vous. Et une des choses que j'ai trouvées dans mes présentations et que j'ai coupé, une expérience que j'ai eue en travaillant avec les collectivités, il parlait, un membre disait comment les organismes souvent entrent et les sélectionnent comme des énumérateurs et posent des questions, mais ils ne savent jamais pourquoi ils posent la question. Et donc, après avoir travaillé avec eux pour bâtir, générer de la capacité et ajouter à leur questionnaire, les hommes disaient, on ne savait pas pourquoi vous posez la question. Maintenant, on le sait. On sait pourquoi on pose la question. Ils savaient comment l'analyser en arrière-plan, puis ils savaient comment évaluer les résultats également. Et donc, il y a une question qui m'échappe, là, mais qui disent ça, ils prennent les questions vraiment très importantes d'un questionnaire, puis ils essaient de voir comment ça peut être traduit dans une collectivité et dans leur processus. Je pense que c'est
C'est ce qu'on a on peut essayer. Donc, ça veut dire que ça prend du temps, ça prend de l'intention et de l'engagement. Et parfois, ça n'est juste pas possible, étant donné les restrictions budgétaires, mais c'est possible si on essaie de trouver des façons d'y arriver. Est-ce que je peux tourner ça d'un autre côté? Je suis d'accord, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on doit. Et oui, il y a des restrictions, il y en a des restrictions, mais également, on peut penser qu'il y a un autre côté à la médaille, c'est le côté efficacité. Donc, si nous sommes des programmateurs, des gens qui mettent en œuvre, on essaie d'avoir un lancement qui soit le meilleur possible, mais pour quiconque a la possibilité, et la plupart d'entre nous disent qu'au niveau de la mise en œuvre, doivent aller aux affaires mondiales. Donc, on a une responsabilité de défendre toujours plus ce qui est requis pour avoir de telles évaluations de la façon dont il faut et qu'on ne nous offre pas toujours dans les propositions. Donc, une partie, par exemple, dans mon rôle, si je soulève ça aussi fréquemment que possible, et je ne suis pas vraiment ravie de la façon dont les délais disponibles ou des ressources disponibles. Et je vais toujours là. Et nos lignes de base sont plus riches qu'il y a 3 ans. Il y a une tendance à offrir plus de temps qu'il y avait il y a 3 ans. Et donc, il faut écrire que ça prend plus de temps, ça prend plus de ressources. Et donc, on ne peut pas restreindre le budget en deçà des bases. Et ça, c'est donc toujours du travail de défense pour toujours pas se faire prendre au piège. Donc, travailler avec les restrictions et également défendre pour toujours essayer de pousser les frontières puis pas avoir moins, mais avoir plus. Sinon, ça serait juste moi qui se frappe contre le béton. Donc, il nous reste 2 minutes. C'était une discussion fascinante et je veux vous rappeler que c'est rapporté dans ça sera rendu disponible. Rapporté dans ça sera rendu disponible dans les ressources. Préparer cette séance et à y participer. Nos interprètes français Alain, nos techniciens, et Erika et Mayenne, nos techniciennes. Je vous invite à vous joindre à la prochaine séance à l'Académie Camwash parce qu'il y aura des guides sur les nouveaux plans et ça fait partie, donc, le CERA et le CERAF, CERACOM dans ces choses-là. Je vais voir, donc, je l'inscris donc dans la partage. C'était vraiment une conversation très riche et donc c'est une façon de faire les choses différemment. C'est important et très significatif de continuer à faire ces efforts pour faire une. Merci à tous.